Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour Marie-Lisa. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Comme je le dis souvent chez Simplicure, on aime mettre en avant les praticiens qui utilisent notre plateforme et leur expertise, leur expérience aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est très intéressant. Déjà, tu vas nous parler de neuronutrition, qui est peut-être un sujet que tout le monde ne connaît pas. Et puis, on va parler de trouver sa place, communiquer autour de son métier. Je pense que c'est beaucoup de questions qui reviennent quand on débute et même après dans notre pratique. Alors, j'ai un peu spoilé, mais est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous parler de toi, qui tu es, ton parcours? Oui, alors déjà, tout d'abord, merci beaucoup à toi Flavie, puis à l'équipe Simplicure pour cet échange. Effectivement, je pense que c'est un vrai sujet qui nous interpelle tous en tant que praticiens, professionnels de santé, du soin ou encore de l'accompagnement. Du coup, moi, je suis Marie-Lisa Talmont, je suis professionnelle de santé spécialisée en neuronutrition. J'ai un parcours qui est relativement varié puisque moi, j'ai commencé avec des études de biologie. Puis, j'ai été infirmière pendant quelques années avant de diriger des services de soins. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, donc vraiment dans l'accompagnement de patients, des familles, mais aussi d'équipes soignantes. Et puis, il y a quelques années de ça maintenant, je me suis formée à la neuronutrition, donc à l'Institut CIN. Déjà par appétence pour les neurosciences, j'avais déjà ce parcours quand même assez scientifique. Et puis, parce que j'avais besoin de comprendre, en fait, de mieux comprendre les liens entre nos modes de vie et puis notre cerveau. Voilà. Génial, merci. Ce qui est très intéressant, je trouve, du coup, dans ton parcours, c'est que tu as un peu cette double casquette où, du coup, tu as vu comment se passe l'accompagnement en soins, on va dire, classiques. Et puis aujourd'hui, du coup, tu as été chercher ces compétences et ces connaissances supplémentaires par rapport à la neuronutrition. Mais est-ce que, justement, tu peux un peu nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est la neuronutrition? Oui, effectivement, alors déjà, c'est une discipline donc, qui est encore un peu méconnue du grand public, même si on commence à en entendre parler de plus en plus. C'est une approche, tout d'abord, qui est innovante, hein. Elle est issue de la recherche neuroscientifique et elle va vraiment étudier l'impact de nos modes de vie. Alors, bien sûr, particulièrement de l'alimentation, mais l'impact de nos modes de vie sur notre santé cérébrale et donc sur notre santé mentale, qui est effectivement un grand sujet, surtout cette année. En fait, on va vraiment s'intéresser, alors au côté alimentaire, c'est qu'on va vraiment s'intéresser à la manière dont les nutriments vont influencer notre cerveau, notre humeur, notre énergie, mais on va aussi aller explorer d'autres piliers comme par exemple le sommeil, l'activité physique, l'environnement de la personne aussi, voire encore ses modes de pensée, sa relation à soi, la relation aux autres, etc. Et en fait, en travaillant sur tous ces axes, on va pouvoir accompagner des patients vers des ajustements qui soient progressifs, durables et surtout, et ça c'est important, ancrés dans leur réalité de vie. Génial. Ouais, super. Ça semble effectivement peut-être d'autant plus pertinent à l'heure actuelle avec les modes de vie qui sont toujours de plus en plus stressants, pollués. Exactement. En fait, c'est exactement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça a vraiment son sens aujourd'hui parce que la neuronutrition, elle apporte quand même des solutions qui soient déjà alternatives à ce qui pouvait exister aujourd'hui. Complémentaires aussi, hein, dans certains cas, bien sûr, on peut travailler en équipe pluridisciplinaire avec, je pense notamment des médecins, des psychiatres, et puis finalement tout un tas d'autres praticiens. Elle apporte des solutions qui sont aussi scientifiquement validées. Ça, c'est important et c'est ce qui a fait que je me suis aussi orientée vers cette discipline, à des problématiques dont la prévalence, malheureusement, ne cesse d'augmenter. Je pense notamment, comme tu l'as dit, au stress chronique, aux fatigues persistantes. Il y a aussi les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur qui sont qui sont très vastes, ou tout ce qui est cognition, en fait, problématique de mémoire, de concentration. Alors ça, ce sont les troubles en fait que moi je vais principalement accompagner dans ma pratique quotidienne, mais en réalité, la neuronutrition, elle a un champ d'action qui est extrêmement large puisqu'on peut accompagner par ce biais des personnes qui souffrent par exemple de maladies neurodégénératives, que ce soit sur un volet préventif ou un traitement. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, Voilà. génial. Tu peux nous en citer ici quelques-uns. Est-ce que tu as des exemples très concrets de personnes peut-être qui sont venues chez toi, que tu as pu aider justement grâce à la neuronutrition? Oui, si je pense aux accompagnements que j'ai actuellement. Alors, on va dire qu'en général, les gens qui me consultent, ils ne viennent pas pour un seul et unique trouble.
Alors Oui. déjà, il y en a finalement peu qui viennent pour le côté préventif. On a toujours encore dans cette culture de mieux vaut prévenir que guérir, mais en réalité, on va plutôt consulter quand le problème il est déjà installé. Donc forcément, il y a des choses, voilà, il y a vraiment une prise en charge qui se met en place petit à petit. Après, concrètement, souvent, donc c'est des personnes qui vont venir avec une fatigue, par exemple, persistante, ou ils sentent bien qu'il y a une diminution de l'énergie. Que ça percute entre guillemets un petit peu moins, ils ont des difficultés au travail, de concentration, de mémoire. Et puis finalement, au fur et à mesure de la prise en charge, on va explorer ensemble, comme je te disais, certains axes et on va se rendre compte qu'il va y avoir aussi, par exemple, des troubles du sommeil. Enfin, on fait vraiment le lien, on va rapidement faire le lien entre tous ces symptômes avec lesquels ils arrivent et puis aussi la manière qu'ils ont de s'alimenter, beaucoup bien évidemment l'alimentation, mais de bouger, etc., etc. Donc en général, c'est vraiment quand même multi-trouble, hein, si je peux me Oui. permettre. Voilà. C'est ça, mais du coup aussi multi-pistes d'accompagnement et Exactement. d'amélioration. Ok. C'est pas forcément le sujet à proprement parler ici, mais on va beaucoup travailler l'axe intestin-cerveau, dont on entend énormément parler. Ça reste quand même un socle aussi de la prise en charge. On va vraiment aller travailler sur différents systèmes et toujours en lien avec le cerveau qui reste malgré tout la tour de contrôle de notre organisme. Voilà. Oui, tout à fait, super. Et tu parles de axe intestin-cerveau, dont on entend effectivement pas mal d'échos. Je pense que une problématique aussi potentiellement à l'heure actuelle, c'est que on est surmené d'informations. On peut trouver énormément sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et un retour que j'ai parfois, c'est de se dire, au final, on ne sait plus ce qui est bon, on ne sait plus ce qu'on doit faire. J'imagine aussi qu'en consultation, du coup, tu reçois parfois ce genre de retour. Comment est-ce que tu fonctionnes avec ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et justement, l'axe intestin-cerveau, c'est un vrai sujet et on en entend parler énormément, mais finalement, dans tout le domaine, alors là, moi, je vais parler spécifiquement de la nutrition, bien évidemment, mais ça va se retrouver dans énormément de domaines dans la santé. Alors, moi, je suis arrivée sur les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel il y a très peu de temps. Après, je suis déjà une consommatrice, entre guillemets, de contenu. Mais rapidement, je me suis quand même retrouvée, et je pense comme la plupart d'entre nous, face à un flot d'informations qui était quand même très hétérogène. Et d'ailleurs, l'une de mes premières interrogations, ça a été de me dire, mais attends, si moi, en tant que professionnelle de santé, formée, quand même un peu éclairée sur certains sujets, je peux être autant bousculée dans mes connaissances et dans ma pratique, comment une personne qui, elle, pour le coup, va chercher une solution à une problématique ou tout simplement qui cherche à s'informer, peut-elle s'y retrouver, hein? Ça a été… et c'est un peu, en plus, comme si cette surinformation, elle venait en quelque sorte, en plus, décrédibiliser des sujets. Et puis, comme la nutrition, en fait, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, pas faire. Et d'ailleurs, en consultation, je passe parfois plus de temps à déconstruire des représentations ou des idées reçues sur l'alimentation ou autre, qui finalement a apporté des solutions ou des actes. Enfin, c'est vraiment un travail en amont que j'ai souvent à faire avec la personne qui me consulte parce qu'elle arrive avec tout un tas d'idées et elle est totalement perdue en fait. C'est ça, parfois déconstruire du coup ce qu'on aurait pu entendre à gauche, à droite. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est un peu trouver l'équilibre dans la pratique, dans les conseils que tu transmets, peut-être en ce qui pourrait être trop extrême. On entend aussi parfois il faudrait supprimer tout gluten, tout lactose, voilà, supprimer. Et puis peut-être ce qui serait peut-être trop laxiste et qui ne permettrait pas d'avoir des résultats. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre? Alors déjà, effectivement, je pense que c'est important de pointer ça. Sur les réseaux, les messages donc, qui sont très polarisés. On a d'une part les injonctions contradictoires. Alors par exemple, il y a un exemple qui me vient comme ça, le jeûne intermittent. Alors avec on va dire un point de vue neuronutritionnel, d'un côté on va voir que on va dire que le jeûne intermittent est bon pour la concentration, il va la booster, etc. Et puis de l'autre, on peut aussi se dire, on peut lire que non, surtout pas sauter le petit déjeuner, on a besoin d'énergie stable sur la journée, notre cerveau a besoin de carburant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a effectivement, comme tu le disais, ces discours extrêmes du type le sucre est un poison, le gluten c'est le mal du siècle. On va faire des raccourcis qui sont sûrement aussi là pour attirer un peu l'attention de l'utilisateur, parce qu'on sait bien que se faire aussi une place en tant que praticien sur les réseaux, c'est pas évident.
Et puis, il y a effectivement ce que tu disais. Alors, moi, j'appelle ça un peu les discours simplistes, les il faut, il y a qu'à faucon, qui vont, en fait, c'est vrai, c'est un peu ça, qui vont, pour le coup, eux, donner l'illusion que tout est hyper facile. Et puis, qu'en fait, en appliquant 2-3 conseils, en fait, on peut résoudre un trouble qui est installé déjà depuis un moment, alors qu'on sait bien que dans la réalité des faits, c'est totalement faux. Et donc, finalement, les dangers de tous ces discours, même si bien sûr parfois il y a un fond de vérité, hein, bien sûr qu'il est, par exemple, le sucre tel qu'il est consommé aujourd'hui n'est pas favorable pour notre santé. Bien sûr que l'alimentation ultra transformée n'a jamais fait de bien à personne, hein. Mais en fait, ces discours, ils manquent, à mon sens, de nuances. Et finalement, ils vont nous éloigner, hein, des bonnes pratiques d'accompagnement, des bonnes pratiques de soins, des bonnes pratiques de santé. Celles qui finalement, qui sont réalistes, qui soient personnalisées, parce que c'est quand même là la base d'un accompagnement, et puis qui soient flexibles. Voilà. Et puis, je me dis aussi que ces discours-là, ils peuvent en fait parfois générer de la peur aussi. Il y a un côté assez anxiogène, hein, dans tout ce qu'on peut lire, et puis parfois générer un sentiment de culpabilité. Je le vois, hein, chez mes patients, c'est parfois ce qu'on me rapporte, et puis même dans des cas un petit peu plus extrêmes, mais mener à des conduites alimentaires inadaptées. On parle beaucoup de troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, etc. Mais moi, je pense aussi à l'orthorexie. Bon, même s'il n'est pas elle n'est pas reconnue par la classification des maladies. L'orthorexie, c'est quand même cette obsession excessive de l'alimentation saine. Quand on voit tout ce qui est relayé sur les réseaux sociaux, on peut comprendre. Voilà. Donc, je pense que pour répondre vraiment à ta question, que l'enjeu, c'est en tant que professionnel de soins, c'est de faire de la pédagogie, mais sans tomber dans le dogme. Et ça, c'est important. D'essayer finalement de vulgariser, de rendre accessible, tout en gardant quand même une certaine rigueur scientifique. Et ça, c'est important. Je préfère dire, par exemple, à quelqu'un, à un patient ou même à des utilisateurs de réseaux sociaux, voici une piste à explorer, voici ce qu'on observe quand, plutôt que d'assigner des vérités qui soient toutes faites. Voilà. C'est une belle réflexion, donc merci à toi pour ce partage. Et on sent effectivement que la pédagogie, c'est un outil clé dans tes accompagnements. Je suis convaincue aussi que les conseils s'appliquent réellement quand on comprend pourquoi c'est intéressant de les mettre en place. Exactement. Génial. Super. Tu parlais du coup de ton arrivée sur les réseaux sociaux en tant que professionnelle. Comment est-ce que toi, tu as trouvé l'identité que tu avais envie de transmettre, le ton que tu avais envie d'utiliser? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, écoute, pour être très transparente, forcément, la communication, ça a été un vrai sujet, ça l'est toujours aujourd'hui, parce que toujours se questionner finalement, de se remettre en question, et puis aussi, je pense que c'est aussi normal, un peu humain, que de vouloir aller regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, ou chercher à coller aussi à finalement parfois des effets de mode. Donc, j'ai envie de dire qu'avant toute chose, il faudrait essayer, c'est ce que j'essaye de faire, de ne pas chercher à faire comme les autres, déjà. Se couper finalement un peu de ce brouhaha numérique, c'est ce que j'ai essayé de faire, et puis donc de ces effets de mode dont je te parlais. À mon sens, en fait, ce qui crée du lien avec ses patients, avec sa communauté, hein, pour certains, c'est avant tout d'être soi, c'est avant tout d'être authentique, je dirais fidèle à ses valeurs, et aussi être fidèle à sa propre expérience en tant que professionnel. Parce que bien sûr qu'il y a tous les savoirs théoriques, les formations, etc. Mais il y a aussi et avant tout ce que nous, en tant que professionnels, on va apporter à notre patient dans l'accompagnement, cet aspect en fait humain, et qui se retranscrit très difficilement, voire pas du tout sur les réseaux. Oui, tout à fait. Oui, on comprend vraiment ce besoin de garder son authenticité, de garder le côté humain. Et en même temps, ça revient à ce que tu disais juste avant, comment on trouve aussi le juste équilibre entre être humain, être empathique, accompagner avec cette démarche-là, tout en restant aussi professionnel. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi à mettre en place, à trouver ce juste équilibre là aussi?
Oui et non, parce que finalement, enfin après, bon, chaque expérience, elle est singulière hein, en tant que professionnelle. Bon là, pour ma part, en tant que professionnelle de santé, je pense aussi que j'ai construit mon identité professionnelle à travers ces 15 années d'expérience sur le terrain, auprès des patients, auprès des familles, auprès d'équipes aussi. On se construit et on se nourrit de toutes ces relations au jour le jour. Je pense qu'en tous les cas, sur tout ce qui est réseaux sociaux, le fait d'être sincère, le fait d'être aligné avec ce que nous on est, en fait, ce que nous sommes en tant que professionnels, c'est bien plus, comment dirais-je, c'est bien plus puissant finalement que des contenus qui sont lisses, parfaits, ou alors des discours qui soient alarmistes. Voilà. Après, trouver l'équilibre entre l'expertise, ses formations et puis la capacité aussi d'écoute, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais ça ne peut se faire qu'au travers un accompagnement. Ça ne peut se faire que dans une relation, en fait, entre le praticien, le professionnel et puis son patient. Il y a quelque chose que je dis souvent, cette posture-là, elle demande beaucoup d'humilité. Elle demande beaucoup d'humilité face déjà à la personne face à laquelle on se trouve. Et puis, beaucoup d'humilité, c'est ce que je me répète assez souvent, c'est face à la science finalement. Hein, parce que nos formations, notre expertise, elle est issue de la science, de la médecine, enfin en fonction de, voilà, du parcours de chacun, bien sûr. Et celle-ci, elle ne cesse d'évoluer. C'est pour ça que je trouve que des discours trop dogmatiques, des discours trop tranchés, c'est aussi se laisser, voilà, toujours se laisser cette porte ouverte de se dire, et en plus, on sait bien qu'il y a des choses qui fonctionnent chez des personnes et puis qui ne vont pas du tout fonctionner chez d'autres. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Chouette, merci pour ce bon rappel. Est-ce que tu as déjà été face dans ta pratique à certaines difficultés et au fait de devoir poser des limites, que ce soit du coup sur les réseaux sociaux dans ta communication, que ce soit face à quelqu'un lors de ton consultation? Oui, oui, bien sûr, comme tout le monde, et puis ça m'arrive encore, hein, parce qu'il y a aussi cette difficulté quand on a une personne en face de soi qui cherche une solution, qui peut être aussi dans un état de mal-être. On a cette volonté en tant que praticien, en tant que professionnel du soin, de lui apporter une réponse, de l'accompagner, de l'aider finalement. Et parfois, c'est vrai que trouver ses limites, se dire peut-être qu'à un moment donné, je suis au bout de ce que je peux faire, ou alors personnellement, ce n'est pas mon domaine d'expertise, ou tout simplement, je ne sais pas. Savoir dire ça, c'est aussi accompagner l'autre finalement dans son cheminement, dans sa prise en charge. Donc oui, ça peut être une difficulté parfois, c'est de se dire, bon, là, en fait, je peux me sentir perdue dans la prise en charge parce que ça nous arrive à tous et pas hésiter à aller solliciter l'avis voilà, d'un collègue, d'un confrère, d'un médecin, etc. Et puis toujours jamais s'enfermer, en fait. Toujours travailler en réseau, en équipe. Ça, je pense que c'est fondamental et que ça fait partie finalement de toute personne qui soigne et qui accompagne. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu en as déjà disséminé tout plein au cours de cette discussion, mais est-ce que tu aurais un conseil global pour des praticiens qui se lancent? Un conseil, c'est difficile de donner un conseil. J'essaye de m'en donner déjà à moi-même au quotidien, mais je pense qu'un conseil, c'est de rester fidèle à soi-même. Bon, déjà, d'être toujours rester curieux, en fait, toujours être ouvert d'esprit, être curieux, toujours aller à voir un petit peu ce qui se passe, jamais rester avec ses certitudes. Je pense que ça, c'est fondamental. De se former, bien sûr, et puis apprendre à se faire confiance. Je pense que la posture en tant que thérapeute, elle est autant intérieure. Enfin, je veux dire, sa posture en tant que, je ne sais pas si je vais être très claire, mais sa posture, elle est aussi importante que ses connaissances. Hein, la capacité d'écoute, elle s'apprend pas dans les livres. Alors forcément, ça se travaille. Je dirais que c'est surtout d'ailleurs par l'expérience que ça se travaille. Mais c'est quelque chose qui est au-delà des multiples formations, de l'expertise, etc. Et je pourrais dire que, en fait, le monde de la santé et de l'accompagnement a besoin d'expertise, certes, mais a aussi besoin de sensibilité, d'écoute et de rapport humain qui soit juste. Voilà.
Super, merci beaucoup pour ce très très beau partage. Je pense que c'est une belle conclusion, hein. On a parlé beaucoup d'équilibre, mais du coup cet équilibre effectivement entre connaissances, je glisse du coup que pour les praticiens qui nous écoutent sur Simplicure, on a un panel gigantesque de webinaires qui permet d'entretenir en fait ces connaissances et d'être toujours à la pointe. Et effectivement le rapport humain, l'empathie, l'écoute qui sont aussi indispensables. Merci, Marie-Lisa. Est-ce que tu penses encore à quelque chose que tu aurais envie de partager sur ce sujet? Non, enfin oui et non, c'est un sujet déjà que je trouve hyper intéressant et qui mérite en fait d'échanger régulièrement. Après, non, je dirais que vraiment pour proposer en fait un ajustement un accompagnement pardon qui soit le plus juste possible. C'est comme tu le disais au début de l'échange, c'est d'être ni trop rigide ni trop laxiste, mais plutôt toujours savoir s'adapter. Être le plus compréhensible possible pour pouvoir accompagner la personne vers ses objectifs. Voilà. Super. Dites-nous, du coup, comment est-ce qu'on peut fonctionner si on souhaite se faire accompagner en neuronutrition par toi? Alors, par rapport à… Donc, moi, je propose des consultations, effectivement, qu'elles soient en cabinet. Alors, je vis sur Angers, mais je reçois aussi en téléconsultation. Vous pouvez consulter mon site internet, donc www.marilisatalmont.com. Et puis, j'ai un compte Instagram, alors qui est encore… il est ce qu'il est pour le moment. Donc, marilisa.talmont. Voilà. Super. Eh bien, écoute, je vais mettre toutes les informations dans la description. Donc, vous, si vous nous regardez, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Marie-Lisa, qui, je trouve déjà rien que par les visuels, montre cette harmonie et cet équilibre. Merci beaucoup, Flavie, et merci à toute l'équipe Simplicure.